Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Là où on se dit les vraies affaires. Vous êtes comme à l'habitude avec Benji. Oh qu'on a eu un gros week-end. Je vous l'avais promis, il y avait énormément d'événements à suivre, dont la fin du camp d'entraînement du Canadien de Montréal, le football de la NFL, la fin de la saison régulière dans la MLB, on approche les séries éliminatoires, évidemment les Alouettes jouaient, le CF Montréal, bref. Il y en avait à la tonne et on va essayer de résumer ça dans un court délai quand même. On veut pas non plus faire une émission d'1 heure. On va commencer avec le Canadien de Montréal qui complétait la première phase de leur camp d'entraînement. Alors, on va dire les matchs intra-équipe et qui participaient lundi à leur premier match préparatoire face aux Devils du New Jersey. On sait les Devils vont avoir une grosse équipe cette année avec Jack Hughes, Tyler Toffoli entre autres. Et ces deux joueurs-là d'ailleurs étaient en uniforme lundi pour le match. Ce qui était intéressant de surveiller chez les Canadiens, c'est les nombreux jeunes qui étaient en uniforme. Sean Farrell, Joshua Roy, Logan Mailloux, David Reinbacher, notre premier choix au dernier repêchage, qui a fait jaser, là. Rappelez-vous, là, on aurait aimé mieux peut-être un attaquant, mais on a mis la force sur la défense qui est déjà une force en soi là, chez les Canadiens là, dans les prochaines années, là, avec Caden Goulet, Arbor Xhekaj, Jordan Harris, Barron entre autres. Il commence à avoir de la congestion. Là. Et dans ce match-là, j'ai été impressionné par un gars comme Logan Mailloux. On le voit là, très bon pour appuyer l'attaque. Oui, un peu stressé des fois dans sa zone. Bon, on s'entend qu'il y a encore beaucoup d'affûtage à faire. Mais c'est un gars qui va être très bon dans les prochaines années. En avantage numérique, ça pourrait être une force incroyable. On s'entend, j'ai pas l'impression qu'il va commencer la saison à Montréal. Il n'a pas assez joué dans les dernières années avec, entre autres, sa suspension pour un événement dont ça me tente pas vraiment de revenir. On en a tellement parlé dans les dernières années. Et une blessure qui a mis fin prématurément à sa saison également. Je pense qu'il a besoin de temps de jeu. Mais c'est un gars qui a un potentiel énorme. Et le Canadien le sait. David Reinbacher est un peu plus discret, j'ai trouvé dans ce match-là, mais c'est normal. Là. Premier match en Amérique du Nord pour lui, il doit s'adapter à la glace, à un nouvel environnement. Seulement 18 ans, on s'entend. Là. Lui non plus ne commencera pas l'année à Montréal, j'ai l'impression. Mais, je veux dire, on va être patient avec lui. Là. C'est un gars qui a joué avec des hommes l'année passée en Europe. Il a beaucoup de talent. Faut pas être trop exigeant. Par contre, un joueur que j'ai hâte qu'on voit plus puis qui démontre un peu que a pas été repêché au premier rang pour rien, c'est Juraj Slafkovský. On l'avait mis avec Josh Anderson et Alex Newhook lors de ce match-là. Et a été clairement le plus discret de ce trio-là. J'ai quand même bien aimé le match de Anderson et Newhook, qui ont bien appuyé l'attaque, responsables défensivement. J'ai aimé la polyvalence de Newhook. On comprend un peu pourquoi on l'a amené du Colorado. On veut qu'il soit un peu un papier sablé à Montréal pour cette année. On veut qu'il fasse un peu tous les rôles. Mais Slafkovský, encore trop discret à mon goût, là. Ne se sert pas assez de son physique. Va pas assez devant le filet. Il doit servir plus de ses forces. Doit plus comprendre le jeu. Je comprends qu'il faut être encore patient. Seulement sa deuxième année à Montréal, seulement 19 ans. Mais a quand même été le premier choix au repêchage. Puis quand on regarde les joueurs qui ont été repêchés dans cette... tout de suite après lui, on a un gars comme Logan Cooley en Arizona qui, pour moi, présentement, va être le meilleur joueur de ce repêchage-là. Tout un talent. Je pense que les Coyotes, présentement, ont fait le meilleur choix parce que Shane Wright à Seattle, je suis pas encore convaincu que ça va être la solution. Et Simon Nemec au New Jersey, ça reste à voir également. Mais je pense que Slafkovský doit démontrer pourquoi il a été choisi au premier rang. Il va avoir encore sa chance cette année sur les 3 premiers trios, selon moi. J'ai l'impression qu'il va être utilisé de la bonne manière, mais devra démontrer de plus en plus de choses. Puis on sait qu'à Montréal, ça va vite, hein? On critique vite quand ça marche pas. Je pense qu'il aura de la pression malheureusement rapidement. Et le Canadien d'ailleurs qui s'est incliné 4-2. Pas de panique, là, c'est un match préparatoire. Mais on a vu que les Devils, on avait un Jack Hughes ultra impressionnant dans ce match-là. J'ai été vraiment impressionné par ce joueur-là. C'est un gars qui a pris du temps à éclore dans la Ligue nationale. Mais depuis peut-être 1 ou 2 années, il est devenu le joueur de franchise qu'on voulait du côté des Devils. Ça va être intéressant. Le Canadien qui va jouer mercredi son prochain match au Centre Bell encore une fois. On va accueillir cette fois les jeunes sénateurs d'Ottawa. Ça va être le début de Cole Caulfield et de Nick Suzuki dans cette saison 2023.
Cole Caulfield doit montrer dans les matchs intra-équipe qu'il était clairement rétabli de sa blessure de l'année passée. Je suis pas inquiet pour lui. Donc ça va être intéressant. Mais le camp d'entraînement du Canadien de Montréal qui va se poursuivre. Il nous reste 5 matchs préparatoires à jouer avant le premier match à Toronto le 11 octobre prochain. On a hâte. Mais le Canadien qui poursuit, oui, son camp d'entraînement. On va devoir commencer à retrancher des joueurs aussi, là. Encore 60 joueurs au camp. On s'entend qu'ils sont pas tous au même niveau. On devra peut-être faire du ménage dans les prochaines semaines. Maintenant, on va parler de la semaine 3 qui avait lieu dans la NFL en fin de semaine. Semaine 3, encore très jeune dans la saison, mais il y a des équipes qui devaient commencer à sentir un peu le sentiment d'urgence, puis commencer à gagner. On avait un match pour commencer la semaine entre les 49ers de San Francisco et les Giants de New York. Les Giants qui étaient privés de Saquon Barkley, je vous le rappelle, blessure à la cheville. Ça fait mal, là, c'est quand même une larme en attaque des Giants. Et bien ça l'a paru, les 49ers l'ont emporté 30-12. J'adore cette équipe-là des 49ers. Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brock Purdy comme carrière qui est honnête, fait le travail. On a une bonne défense avec un Nick Bosa qui a été en feu dans ce match-là. Pour moi, les 49ers sont vraiment surveillés là, pour la suite des choses. Ils sont 3 victoires, 0 défaites. Maintenant, ils sont invaincus. Du côté des Giants, eh bien, on tombe à 1-2. Une équipe qui... Honnêtement, je sais pas à quoi m'attendre des Giants cette année. Là. On s'est fait humilier à notre premier match face aux Cowboys. 40-0. Oui, on a gagné face aux Cards, mais ça a pris une remontée spectaculaire en deuxième demi de Daniel Jones et compagnie. Et là, contre les 49ers, ce fut très difficile. Je sais pas vraiment c'est quoi la suite pour les Giants, mais ça va être quand même dur dans une division où en plus on est avec les Eagles et les Cowboys et même les Commanders qui ont eu un bon début de saison. Ça va être difficile de faire les séries pour les Giants si on continue dans cette lignée-là. Les Titans visitaient les Browns qui étaient privés de Nick Chubb, lui qui va rater le reste de la saison en raison d'une grave blessure au genou. Ça n'a pas trop paru dans ce match-là. Les Browns l'ont emporté 27-3. Et vous allez voir, c'est un thème commun en passant en fin de semaine. Il y a eu beaucoup de matchs un peu inégaux. Les Browns qui ont donc une fiche positive, 2 victoires, 1 défaite. Les Titans tombent à 1-2. Un excellent match pour Deshaun Watson. 289 verges de passes. Amari Cooper l'a bien aidé. 116 verges par la passe pour le receveur. Les Browns ont signé Kareem Hunt, je vous le rappelle, pour essayer de compenser l'absence de Chubb. Hunt qui était avec les Browns l'année passée, mais n'avait pas été signé en début de saison morte pour les joueurs autonomes. Les Browns, c'est une équipe à surveiller, mais encore là, on est dans une grosse division avec les Steelers, les Ravens et les Bengals. Et dans l'américaine, en général, ça va être difficile de faire les séries, mais si on réussit à quand même maintenir le jeu au sol, que Deshaun Watson fait pas trop de conneries à l'extérieur du terrain et fait un peu le travail sur le terrain, les Browns ont quand même une chance et peuvent être une équipe surprise dans cette saison-là. Pour les Titans, je suis vraiment pas impressionné par ce début de saison-là. Notre seule victoire, on l'a eu en prolongation contre les Chargers, qui ont une défense qui fait pas le travail depuis le début de la saison. Ça va être dur pour les Titans du Tennessee de faire les séries éliminatoires, puis j'y crois de moins en moins à la magie de Ryan Tannehill et Derrick Henry. Ça va être compliqué pour les Titans. Les Falcons d'Atlanta qui étaient invaincus jusqu'à maintenant, visiter les Lions. On est quand même retombé sur terre là, du côté des Falcons, une défaite de 20-6. Les Lions n'ont pas été flamboyants dans ce match-là, mais on a fait le travail. Jared Goff a limité les revirements. Et la défense des Lions, wow! On a mis énormément de pression sur Desmond Ridder, le carrière d'Atlanta. 6 sacs du corps, 2 de Aiden Hutchinson. Les Lions, honnêtement, c'est une équipe à surveiller. On tombe à 2-1. Les Falcons également tombent à 2-1. Mais du côté des Falcons, le problème, c'est que si on réussit pas à installer le jeu au sol, on est complètement unidimensionnel. On n'est pas capable d'utiliser le jeu de passe. On pourrait bientôt utiliser Tyler Heinicke, le deuxième carrière, pour essayer de un peu motiver ce jeu de passe-là. Parce que clairement, ça marche pas bien fort présentement avec Desmond Ridder comme jeu de passe et on n'aura pas le choix de passer le ballon. Là. Les équipes vont boucher la boîte, on va enlever le jeu au sol à Atlanta dans les prochaines semaines. On le sait maintenant là, que Bijan Robinson est une arme redoutable. On le sait qu'on a un bon jeu au sol. Mais quand t'as Drake London et Kyle Pitts comme arme, tu dois être capable de l'utiliser mieux que sur ton jeu de passe. Et je pense pas que Ridder c'est la solution présentement.
Donc, ça va être à surveiller dans les prochaines semaines. Jared Goff, 243 verges de jeu au sol, a bien été appuyé par Jahmyr Gibbs, 80 verges au sol. En passant, en plus, les Lions étaient quand même privés de David Montgomery, leur porteur de ballon numéro 1, qui devrait faire un retour au jeu jeudi face aux Packers. Ça serait intéressant. Les Saints visitaient les Packers à Green Bay. Une victoire in extremis des Packers, 18-17 face aux Saints. Derek Carr, le carrière numéro 1 de l'équipe, a quitté pendant le match, blessure à l'épaule. On craignait le pire, eh bien, on l'a évité. On parle de semaine à semaine. Donc, on va probablement rater quelques matchs. Mais une chance, parce qu'on a vu que Jameis Winston n'est clairement pas la solution aux Saints. On perdait 17-0 du côté des Packers. On a, grâce à ça, réussi une remontée. Une victoire qui me convaincra pas de grand-chose. Mais bon, on a fait le travail. Jordan Love a été honnête dans ce match-là. 259 verges. Je sais pas des statistiques qui sont incroyables. Mais bon. Et Chris Olave s'est démarqué chez les Saints avec 104 verges de réception. Ça va être à voir dans les prochaines semaines. Les deux équipes ont une fiche de 2 victoires, 1 défaite maintenant. Sinon, les Broncos de Denver se sont fait piétiner. C'est le mot. 70-20. Face aux Dolphins de Miami. Oui, vous l'avez bien compris. 70 points accordés. C'est un des records de la NFL. Les Dolphins montrent qu'ils ont peut-être la meilleure attaque de la NFL avec Tagovailoa et Tyreek Hill comme arme numéro 1. Les Broncos, eux, montrent que... Comment on dirait bien ça? Que c'est une catastrophe totale. Russell Wilson est complètement perdu. Sean Payton, qu'on pensait allait ramener Russell Wilson au niveau qu'il était à Seattle, ne sait plus où donner de la tête. La défense fait complètement s'est écroulée. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus, là, mais Tagovailoa a marché sur cette défense-là. Et le porteur de ballon, écoutez bien ça, Devon Achane, 203 verges au sol et par la passe. Wow! Tyreek Hill, 157 verges de réception. Ça a été un massacre total. Les Dolphins restent invaincus à 3-0. Les Broncos, c'est l'inverse, 0-3. Ouf, je suis découragé. Mais j'aime mieux me concentrer sur Miami qui vont être une équipe à surveiller. Et il va y avoir un gros choc la semaine prochaine. Dolphins contre Bills. Ça va être incroyable à voir. Les Chargers contre les Vikings. Victoire des Chargers, 28-24. Les Chargers sauvent leur saison. Tombent à 1-2. Les Vikings, eux, rien ne va plus. 0-3. La mauvaise nouvelle pour les Chargers, on a perdu Mike Williams, un de leurs 2 meilleurs receveurs pour le reste de la saison. Déchirure du ligament croisé. Ça va être à surveiller comment on va compenser ça, mais au moins on a sauvé notre saison. Justin Herbert, 405 verges par la passe, a été incroyable. Mais du côté des Vikings, rien ne va plus. Parlons d'une équipe qui va plus du tout. Les Jets de New York s'inclinent 15-10 face aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Zach Wilson s'est plus donné de la tête. Nathaniel Hackett, le coordinateur offensif, fait des appels complètement médiocres. Et face à un Bill Belichick qui a toujours une bonne défensive chez les Pats, on n'a pas su comment réagir. Les deux équipes tombent à 1 victoire et 2 défaites. Mais c'est pas la victoire des Patriots qui retient l'attention, c'est comment les Jets sont en train de gâcher leur saison depuis la blessure de Aaron Rodgers. Et je suis complètement découragé. Écoutez, pour compenser la perte d'Aaron Rodgers, on est allé signer Trevor Siemian. Vous l'avez bien compris, Trevor Siemian. Pas Carson Wentz, ni Matt Ryan. Non. Trevor Siemian, qui est un carrière de catégorie B, et je suis poli, là, quand je dis catégorie B, là, c'est peut-être même catégorie C. C'est pas la solution, on s'entend dessus, là. L'équipe des Jets avait été bâtie pour un Aaron Rodgers. Malheureusement, le bateau est en train de couler. Je sais pas quoi dire de plus, mais je suis complètement découragé par cette équipe-là qui voit sa saison complètement gâchée par cette blessure-là. Je suis vraiment déçu. On les voyait au Super Bowl pratiquement, les Jets, avant le début de la saison. Et là, je les vois même pas faire les séries éliminatoires. C'est vraiment une catastrophe. D'ailleurs, parlons d'une bonne nouvelle par contre. Aaron Rodgers ne prendrait pas sa retraite. Il l'a affirmé lui-même d'ailleurs dans une émission. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Veut finir sa carrière d'une meilleure manière qu'il a terminé sa saison. Je suis quand même d'accord avec lui. Mais ça va être à voir comment il va revenir en santé de cette blessure-là. Les Bills, eux, ont massacré les Commanders 37-3. Un autre massacre
Josh Allen est en feu depuis son premier match raté face aux Jets. Bien aidé par un jeu au sol avec James Cook, 98 verges. Stephon Diggs, 111 verges par la passe. Les Commanders tombent à 2 victoires, une défaite. Les Bills, 2 victoires, une défaite également. Un gros choc, je vous le rappelle. Bills Dolphins la semaine prochaine. Une autre déception, les Jags perdent face aux Texans d'Houston. 37-17. CJ Stroud, le carrière recrue, montre qu'il est peut-être le meilleur carrière de cette QV. Oui, même devant Bryce Young. Il est vraiment bon. Et du côté des Jaguars, je suis vraiment déçu de ce début de saison-là. On tombe à 1-2. La même fiche maintenant que les Texans. Je suis vraiment déçu des Jags qu'on voyait beaucoup plus haut que ça. Les Colts, surprise, battent les Ravens de Baltimore en prolongation 22-19 sans Anthony Richardson, commotion cérébrale. C'est Gardner Minshew. Oui, Gardner Minshew qui a mené les Colts à cette victoire-là. On fait une job honnête. Du côté de Lamar Jackson, n'a pas connu un mauvais match, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les Panthers s'inclinent d'ailleurs justement sans Bryce Young, 37-27 face aux Seahawks de Seattle. C'est Kenneth Walker chez les Seahawks qui s'est démarqué. Il y avait 97 verges par la course. Les Bears de Chicago se font humilier 41-10 face aux Chiefs de Kansas City. Patrick Mahomes, toujours excellent, avec un Isaiah Pacheco et un Travis Kelce en feu. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu que Travis Kelce, ça a fait jaser là, son idée là, avec Taylor Swift dans les estrades. Les Cowboys s'inclinent face aux Cowboys 28-16. Une autre équipe qui s'écroule en fin de semaine. Les Cowboys ont perdu peut-être contre la pire équipe de la NFL. Il y a toujours des gros débats à Dallas. Les Cowboys tombent à 2-1. Les Cards sont plus accrocheurs qu'on pensait. Auraient pu battre les Giants la semaine d'avant si on ne serait pas écroulé en deuxième demi. Je suis impressionné par Jonathan Gannon et les Cards présentement. Les Steelers battent les Raiders 23-18. Les Steelers tombent à 2-1. Les Raiders tombent à 1-2. Mais les Steelers, si on peut maintenir cette constance-là, ça pourrait être intéressant. Et dans les deux matchs du lundi soir maintenant, les Eagles, que je vais voir la semaine prochaine, restent invaincus. Une victoire de 25-11 face aux Bucks. Les Bucks qui avaient bien surpris en début de saison, mais on a un peu retombé sur terre là, face à une équipe des Eagles qui est équilibrée non seulement au sol, mais également capable de, par la passe et une bonne défense. Et les Bengals, sans convaincre, l'ont emporté 19-16 face aux Rams. Joe Burrow qui était en uniforme pour la rencontre, mais c'est pas grâce à lui qu'on l'a emporté, c'est grâce à une excellente défensive. Mais du côté des Bengals, comme je l'ai dit, c'est une victoire qui va pas vraiment convaincre personne là. Au moins, on sort peut-être notre saison avec une victoire. Les deux équipes ont maintenant une fiche de 1-2. C'était le résumé de la NFL. Dans la prochaine émission, on va évidemment résumer les matchs qui vont avoir lieu lors de la 4e semaine. Rapidement pour les autres sujets, les Alouettes l'emportent en fin de semaine, eux, à Calgary par la marque de 28-11. Une victoire extrêmement importante pour nos Alouettes. On tombe maintenant à une fiche de 7 victoires, 7 défaites. On rattrape une série de 4 défaites de suite, c'est le temps qu'on l'emporte. Une belle victoire, la défense a été au rendez-vous. Cody Fajardo a limité les erreurs. Évidemment, on joue contre une équipe des Stems qui est pas vraiment en confiance présentement. Et la bonne nouvelle pour les Alouettes, c'est que notre fin de saison est peut-être la plus facile de la LCF. On commence une série aller-retour de 2 matchs face aux Rouges et Noirs d'Ottawa qui, oui, on l'a emporté face aux Rough Riders de la Saskatchewan en fin de semaine, mais ça reste que les Riders ont une fiche de... le Rouge et Noir a une fiche de 4 victoires, 10 défaites. C'est pas une fiche qui va convaincre personne. On commence samedi à Ottawa et ensuite ça sera le lundi de l'Action de grâce au stade Percival Morrison à Montréal. Et ensuite les Alouettes vont aller jouer à Edmonton face aux Elks. Les Elks ont une fiche de 4 victoires, 11 défaites jusqu'à maintenant. Et on finit la saison à Montréal face aux Tyler Cats de Hamilton qui ont perdu face aux Argos de Toronto en fin de semaine. Donc les Alouettes ont retrouvé le deuxième rang seul au niveau de l'Est. Et à noter que les Lions de la Colombie-Britannique l'ont emporté face aux Elks en fin de semaine, ont donc rejoint les Blue Bombers, eux, au premier rang de l'Ouest. Les Rough Riders, même avec cette défaite, ont le dernier rang pour accéder aux séries dans l'Ouest, mais avec une fiche de 6 victoires, 8 défaites, faudrait quand même se méfier des Stems qui sont toujours dans le coup. Maintenant, de la course dans la MLB pour les séries éliminatoires, les Blue Jays ont remporté 2 victoires sur 3 face aux puissants Rays de Tampa Bay.
ça fait qu'on est pas mal, je dis pas on est assuré de faire les séries éliminatoires, mais on s'est vraiment mis en très bonne position. Les Blue Jays qui vont accueillir les Yankees de New York 3 fois cette semaine et les Rays de Tampa Bay encore une fois, mais cette fois à Toronto. Les Blue Jays ont perdu le premier match de la série face aux Yankees 2-0. On s'est encore fait blanchir, oui, encore. Les Jays qui devront corriger ça si on veut faire un bout de chemin en séries éliminatoires. Du côté des Rays, avant d'aller à Toronto, on est à Boston face aux Red Sox et les Orioles de Baltimore que les Rays essaient de rattraper au premier rang de la division, eux accueillent les Nationals de Washington. Du côté de la course en arrière de nous, on a les Mariners de Seattle qui jouent contre les Astros de Houston. 4 matchs cruciaux, c'est 1-1 dans la série présentement. C'est les Astros qui ont le premier rang. Et c'est les Rangers du Texas dans leur division qui mènent présentement. Ça va être intéressant de suivre cette course-là. Du côté de la nationale, maintenant, les Phillies se sont assurés d'une place en série. On est au premier rang de l'américaine du côté des Phillies de Philadelphie. Une excellente équipe. Et c'est les Diamondbacks de l'Arizona et les Cubs de Chicago qui ont toujours les 2 dernières places pour les séries éliminatoires. Les Cubs, malheureusement, qui affrontent les Braves d'Atlanta en début de semaine. Du côté des Marlins et des Reds, on a encore un mince espoir. Là. Les Marlins qui jouent contre les Mets de New York et les Reds contre les Guardians de Cleveland. 2 équipes prenables. Donc, faut faire attention du côté des Cubs. Faut pas penser que c'est dans la poche les séries éliminatoires. Mais je pense quand même que ces 2 équipes-là vont se classer. Les séries qui vont commencer, je vous le rappelle, mardi le 3 octobre. Et la saison régulière qui finit dimanche le 1er octobre. Ça va être une course qui est très intéressante à finir. On va en reparler dans la prochaine émission de comment va se dérouler d'ailleurs cette dernière fin de semaine dans la MLB. Et en fin de semaine avait lieu le gala UFC Fight Night où on avait droit au combat de Charles Jourdain contre Ricardo Ramos. Quelle victoire importante pour Charles. Une soumission au premier round, une clé de bras. Charles qui signe une 2e victoire de suite dans l'UFC et là se rapproche de plus en plus là, du top 15 de la division des poids plumes. J'ai bien hâte de voir contre qui on va le mettre à son prochain combat. Honnêtement, soit ça va être un gars du top 15, soit ça va être proche d'un gars du top 15. Il a appelé Cub Swanson. J'ai bien hâte de voir s'il va l'avoir. Charles devrait se battre probablement à Toronto où devrait avoir lieu le prochain événement de l'UFC au Canada au début du mois de janvier. Ça va être super intéressant. Et en finale, on avait Rafael Fiziev contre Mateusz Gamrot. Ça n'a pas fini comme je le pensais. Hein. Victoire de Mateusz Gamrot au 2e round en raison d'une blessure à Rafael Fiziev. Si vous avez cœur sensible, n'allez pas voir ces images-là parce que, oui, c'est ça. C'est pas des images qui sont très le fun à voir. Une blessure grave, le ligament du genou qui a complètement lâché pour lui. Bon, ça va être une longue remise en forme, longue réadaptation pour Fiziev. C'est très dommage parce que moi, je le voyais comme un futur espoir probablement au championnat du monde chez les poids légers. Ça va être à attendre parce que maintenant devra se rétablir avant. Du côté de Gamrot, c'est pas une victoire malheureusement qui va le faire avancer, j'ai l'impression beaucoup parce que il n'a pas eu le temps de démontrer grand chose là, dans cette finale-là. Je vous rappelle l'UFC qui fait une pause d'1 semaine maintenant. La semaine prochaine, il n'y aura pas de gala. On reviendra le 7 octobre avec Bobby Green contre Grant Dawson, encore une fois chez les poids légers. Une finale intéressante, on aura la chance d'en reparler. Sur ce, écoutez, merci d'avoir assisté à cette émission. On vous retrouve dans une prochaine émission où on va vous parler du prochain week-end où je serai à New York et à Philadelphie, mais également qu'est-ce qui va se passer dans le monde du sport qui, je vous le rappelle, l'automne est très chargé présentement. Le hockey, le football, le baseball, ça n'arrête pas. Et même le basket qui est de la NBA qui va recommencer dans pas long. On aura la chance d'en reparler dans la prochaine émission. Merci d'avoir été là. Partagez, commentez. Faites-moi des commentaires, positifs ou négatifs. C'est toujours intéressant d'avoir vos idéologies sur cette émission. Merci et bonne semaine tout le monde.